Bonsoir à tous, c'est déjà 19h30 partout au Bénin. Bienvenue à la première session d'information de la soirée sur Canal 3 Bénin. Voici les titres. Le PAM, le Programme alimentaire mondial et le gouvernement béninois se sont engagés officiellement à lutter ensemble pour réduire l'insécurité alimentaire en satisfaisant aux besoins des populations en la matière. Les deux partenaires de vieille date ont signé un protocole d'entente à ce sujet et qui court jusqu'en 2023. Je vous en parle tout à l'heure. Le ministère des Infrastructures et des Transports repasse son plan de travail annuel au titre de l'année 2020. Les cadres du dit ministère se sont vus aujourd'hui pour évaluer ce qui a été fait jusqu'à la lisière du 30 juin dernier. Les choses avancent, mais à pas relatif. 3 ans déjà, le projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité de Caritas Bénin tire à sa fin. Gros impact et grosses avancées dans le domaine, nous dirons ceux qui ont travaillé à sa mise en œuvre. Plus de 100 enfants impactés. Nous ferons le point des actions menées dans ce cadre justement. Merci d'être là. Bienvenue. Bonsoir. Le Bénin et le Programme alimentaire mondial se renouvellent la confiance mutuelle qu'ils se sont partagés jusque-là. Ce mardi à Cotonou, ils se sont vus pour signer un protocole d'accord et se promettent de lutter ensemble jusqu'à l'horizon 2023 pour la réduction de l'insécurité alimentaire et la satisfaction des besoins alimentaires des populations jusqu'à l'échéance définie plus haut. Reportage. Le gouvernement du Bénin et le Programme alimentaire mondial apposent leur signature sur ces documents qui traduisent leur volonté commune d'impacter d'ici 2023 plus d'1 million de Béninois et satisfaire par la même occasion les objectifs de développement durable. On parle ici de lettres d'entente entre les deux parties qui couvrent la période de 2019 à 2023. Le document entrevoit de corriger les carences et besoins nutritionnels des populations, de même que l'amélioration des cantines scolaires. Ce document est aligné, Monsieur le ministre d'État, sur les priorités nationales, mais aussi sur l'agenda du développement durable 2030, sur le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement et aussi sur les recommandations et les orientations du rapport de l'examen stratégique national fin zéro réalisé en 2018. Et conformément aux priorités du gouvernement, le PAM s'est engagé à adopter une approche intégrée pour accompagner le Bénin dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire au niveau des ménages, des communautés et des individus, en se concentrant sur les causes profondes. Ce plan stratégique pays embrasse plus de 115 milliards de francs CFA. L'engagement du Programme alimentaire mondial va se traduire, entre autres, par l'alimentation scolaire dans le cadre d'une approche multisectorielle intégrée et d'une assistance alimentaire et nutritionnelle aux populations affectées par les crises. La satisfaction du gouvernement est de ce fait perceptible. Ce document, appelé l'aide d'entente ou protocole d'accord, définit les modalités de mise en œuvre de l'assistance fournie par le PAM dans notre pays et trace aussi la feuille de route qui lui est attachée. On y retrouve aussi les responsabilités qui en découlent pour chaque partie prenante. Ainsi, dès la signature de cet accord, les acteurs impliqués à tous les niveaux doivent s'approprier son contenu, mais aussi développer les pratiques et la bonne gouvernance qui permettent donc de mettre en place ce programme de la manière la plus efficace. Le Programme alimentaire mondial intervient au Bénin depuis 1964. Son accompagnement a permis, entre autres à la partie béninoise, de traverser les réalités et l'expérience des cantines scolaires avec succès. Plus de 6 mois déjà que le ministère en charge des infrastructures et des transports met en œuvre son plan de travail annuel. Les cadres ont alors décidé de marquer une pause pour voir ce qui a été fait et si cela tient le chronogramme établi dès le départ. C'est aujourd'hui qu'ils se sont vus ensemble pour justement examiner les documents afférents. Idriss Boukari. Au 30 juin 2020, le niveau d'exécution du plan de travail annuel est encourageant au ministère des Infrastructures et des Transports. En atelier de 2 jours au Conseil national des chargeurs du Bénin, les directeurs centraux et techniques, directeurs des directions, agences et offices sous tutelle du ministère passent en revue les activités menées au cours des 2 derniers trimestres de l'année 2020. Du compte rendu qui m'a été fait, je puis vous annoncer que pour les ressources allouées se levant à
91 milliards 485 414 000 francs CFA ont enregistré un taux d'engagement de 30,48% au 30 juin 2020 pour un ordonnancement de 24,10% et un taux d'exécution physique des activités de 36,93%, et ceci au 30 juin 2020. Il sera également procédé au cours des travaux de cet atelier à l'examen et à la validation du rapport de performance du ministère des Infrastructures et des Transports au titre de la gestion budgétaire 2018. Grâce à ces réformes pertinentes, le Centre national de sécurité routière obtient des résultats élogieux. Le nombre d'accidents routiers dans la ville de Cotonou, qui a chuté de 3102 accidents à 2349, soit une amélioration de 753 accidents en moins. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le ministre des Infrastructures et des Transports attend au thème du présent atelier un tableau de bord pour une exécution optimale de notre budget 2020 au 30 septembre 2020. Il attend spécifiquement de cette revue un compte rendu détaillé et documenté des activités budgétisées pour concrétiser l'exécution du plan de décentralisation et de déconcentration, plan 2D, au titre de l'année 2020 de notre ministère. Au cours des travaux de cet atelier, les participants seront appelés à formuler des recommandations aux fins d'améliorer les performances du ministère des Infrastructures et des Transports pour le bonheur des populations. Il y a des conditions à respecter, des conditions d'hygiène, mais aussi réglementaires, en matière de commercialisation de produits au Bénin, surtout quand on est acteur de la chaîne de production d'eau conditionnée. Ceux du département du littoral ont été réunis et les exigences rappelées à leur souvenir. C'était ce matin à l'occasion d'un atelier organisé par la direction départementale de l'industrie et du commerce à leur endroit. Clément Achari. Les producteurs d'eau conditionnée du département du littoral sont ici pour une séance de sensibilisation sur les bonnes pratiques de produits qu'ils mettent sur le marché. Une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce inscrite dans le plan annuel de travail du ministère du Commerce. Des acteurs importants de la chaîne de consommation courante du département qui ont besoin d'être outillés. Le ministère du Commerce, par cet atelier, s'assure donc du respect de la réglementation en vigueur, mais aussi et surtout le respect des conditions d'hygiène. C'est pourquoi votre département ministériel s'est donné pour objectif de sensibiliser les acteurs de la chaîne de production sur les différents textes réglementaires dont l'observation stricte et le respect devraient conduire à l'obtention d'un produit sain, fabriqué et standardisé. La présente séance de sensibilisation a donc pour objectif d'amener les fabricants d'eau conditionnée en sachet à fournir aux populations de nos départements de l'eau potable produite dans le respect de la réglementation en vigueur et de les sensibiliser sur l'abandon des sachets non biodégradables. Et pour y arriver, le ministère du Commerce et le représentant des producteurs comptent sur la collaboration du ministère du Cadre de Vie pour ensuite mener des réflexions devant amener les acteurs de ce secteur à abandonner l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Lesquelles réflexions permettront à court, moyen et long terme d'assainir la production et la commercialisation de l'eau en République du Bénin. L'État, dans sa mission de régulation des rapports sociaux, doit faire en sorte qu'il y ait un équilibre pour la paix et la sécurité. Les deux thèmes qui vous seront présentés au cours de cette séance vous permettront, j'en suis convaincu, de veiller à la bonne santé des populations et de gagner beaucoup d'argent. De veiller à l'assainissement de votre lieu de travail, à la propreté de vos installations, à la propreté de vos outils de travail et aux bonnes conditions de conservation de vos stocks. L'eau est considérée comme source de vie et en tant que chef d'entreprise intervenant dans le secteur,
Les producteurs sont invités à prendre des précautions nécessaires pour que les produits mis en consommation sur le marché ne soient pas une source de mort aux populations. C'est pourquoi le représentant de la ministre du Commerce invite les acteurs à avoir le réflexe des bonnes pratiques et assez de professionnalisme. Voilà pour le point. Les membres de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, ont ouvert à Parakou un atelier d'évaluation de la dernière compétition électorale. Il s'agit de voir tous les contours des réussites aux difficultés, en passant par les échecs et les propositions d'amélioration de l'organisation des communales et municipales dernières au Bénin. Cameroun Nanda. C'est devenu une tradition. Après une élection, la Commission électorale nationale autonome Sénat mesure les forces et les faiblesses en vue de l'organisation des élections prochaines. C'est le bien fondé de ces assises de Parakou qui seront l'occasion d'évaluer l'élection des membres des conseils communaux et municipaux du 17 mai 2020. Une élection organisée dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. L'organisation d'une élection est une opération très complexe, comportant plusieurs défis à la fois d'ordre politique, stratégique, organisationnel et matériel. C'est pourquoi, au terme de chaque élection, nous procédons, ensemble avec les autres parties prenantes, à son évaluation pour en mesurer les forces et les faiblesses afin de tirer les leçons utiles à une meilleure conduite de l'élection prochaine. Cet atelier d'évaluation fait suite à celui du 15 juillet 2019. Malgré les difficultés, la Sénat a relevé le défi de l'organisation des communales et municipales du 17 mai 2020. C'est pourquoi le préfet du département du Borgou a tenu à féliciter l'institution avant d'exhorter les participants à se pencher sur les quelques difficultés enregistrées pendant le processus électoral et l'installation des conseils communaux et municipaux. En dépit de ces avancées appréciables, il importe de souligner que le processus électoral a été marqué par certaines insuffisances perfectibles, relatives entre autres aux difficultés liées à l'application de certaines dispositions du cadre légal régissant les élections lors de l'installation des conseils élus. Dans ce cadre, vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, du bien fondé de cet atelier qui permettra de procéder à une évaluation approfondie du scrutin dans la perspective de sauvegarder ses acquis, de corriger les insuffisances et de formuler des recommandations pour une meilleure organisation des prochaines élections. Le maire de la commune de Parakou s'est réjoui du choix porté sur la ville de Parakou pour abriter ses assises. Aboubakar Yaya n'a pas manqué de féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation réussie de ces élections communales et municipales du 17 mai dernier. S'il n'était pas évident de prime abord que nous soyons ici réunis en cette période post-électorale, il est clair que la Commission électorale nationale autonome a relevé une fois encore le défi de la bonne organisation de nos consultations électorales. Prennent part à ces assises de 112 heures les membres de la Sénat, les représentants des institutions de la République, les partis politiques, les préfets, les maires et les acteurs de la société civile. Nous allons faire un retour vers le sud en faisant escale justement au centre Bénin. Pour la première fois depuis son installation, il y a un bon moment maintenant, la commission administrative paritaire du ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'est réunie enfin. Depuis hier à Boïcon, les participants à cette rencontre réfléchissent à comment faire tourner correctement la machine de fonctionnement de la structure. Imet Hélène Amoussou. L'organe est consultatif et pourvu d'une large parcelle de pouvoir. La commission administrative paritaire est appelée à donner son avis, faire des suggestions et proposer des solutions pour toutes les situations administratives relatives au bien-être et aux bonnes conditions de travail du personnel. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, les membres de cette instance ont été installés le 19 juin dernier. C'est bien la preuve que Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance tient à l'application et à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires. Cette session donc, est la première dans le nouveau format sur la base du décret et de l'arrêté qui ont consacré l'institution et le fonctionnement de la commission administrative paritaire. Nous avons foi que, comme par le passé, dans un esprit de grande responsabilité, de courtoisie, nous parviendrons à atteindre les objectifs qui nous sont assignés. C'est le début d'un processus d'apprentissage qui sera exaltant
mais à coup sûr, les résultats seront au rendez-vous. Réunis à Boïcon, ces personnalités et cadres vont débattre de dossiers dont l'objectif est de permettre à l'administration de mieux fonctionner. Les cas de certains agents en position délicate seront également abordés afin d'enclencher le processus visant à normaliser leur situation administrative. Au cours de cette session, vous aurez à étudier de manière impartiale et en toute responsabilité les dossiers disciplinaires de certains agents du ministère conformément aux dispositions de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Vous avez donc la noble et délicate mission de faire de cette commission une instance crédible de par vos décisions. Pendant 5 jours, ces hommes et femmes sont invités à instaurer, de par leurs actions et décisions, une gestion participative des ressources humaines du ministère et un règlement anticipatif des éventuels événements conflictuels. Au regard des attentes, ils ont été appelés à travailler avec clairvoyance et dans un esprit de discernement. Nous allons rester dans le domaine du social pour aller voir ce qu'a pu faire en 3 ans Caritas Bénin à travers son projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité. Ils ont été plus de 100 enfants des communes de Djougou et de Kandi à avoir bénéficié de ce programme qui les a arrachés à la rue et remis à l'école pour une socialisation par la voie normale. Certains ont même pu bénéficier de formations professionnelles dans divers corps de métier. On va découvrir tout cela dans ce reportage d'Ali Moumouni et d'Elvis Tonoukwé. Sawana est l'une des bénéficiaires du projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité initié par la Caritas Bénin. Repêchée depuis environ 3 ans, elle est aujourd'hui en classe de 5e. Je remercie Caritas Bénin. Je souhaite que le projet ne s'arrête pas jusqu'au j'aurai mon bac. Comme Sawana, 102 autres enfants des communes de Djougou et de Kandi bénéficient aussi de l'appui du dit projet. Après 3 années de mise en œuvre, et conformément aux normes de gestion de Caritas Internationalis en matière de redevabilité, nous avons estimé nécessaire d'organiser le présent atelier pour vous présenter les résultats du dit projet et susciter l'accompagnement du gouvernement béninois et de ses structures déconcentrées et décentralisées dans la lutte contre la mendicité des enfants. Des résultats obtenus, on retient que des 103 enfants sortis de la mendicité par la Caritas Bénin, 43 sont insérés à l'école, 60 inscrits au programme de cours accélérés, parmi lesquels 31 suivent une formation professionnelle dans divers corps de métier. Depuis plus de 60 ans, Caritas Bénin travaille aux côtés des couches vulnérables en vue de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine sans distinction de sexe, de race, de langue, de culture, de nationalité. Reconnue à juste titre comme organisation d'utilité publique et travaillant résolument dans le domaine de l'humanitaire, Caritas Bénin a pour mission, entre autres activités, de protéger tout à la fois l'enfant et l'adulte vulnérable. Comme lors de la mise en œuvre du projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité, Caritas Bénin a associé à cette séance d'échange et de partage d'expériences tous les acteurs, qu'ils soient religieux ou de la société civile. Rendez-vous que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a elle-même honoré. Les enfants sont l'avenir de notre pays et il paraît plus que jamais nécessaire de travailler à leur protection et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement du Bénin sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, les différents acteurs de la protection des enfants, à l'instar de Caritas Bénin, doivent mutualiser leurs actions pour éradiquer définitivement de notre pays le phénomène de la mendicité des enfants qui n'honore guère la société. À l'issue des enquêtes réalisées par la Caritas Bénin, 1921 enfants en situation de mendicité ont été recensés, dont 1078 à Kandi et 843 à Djougou. Par ailleurs, la Caritas Bénin sollicite une forte implication de l'État central et des collectivités locales pour la prise en charge de ces enfants en situation de mendicité.
Nous allons rester dans l'univers des enfants et de l'éducation efficace pour vous parler de la pertinence du dialogue enfant-parent, notamment pour ce qui concerne la sexualité. Vous le savez, c'est un peu compliqué pour beaucoup de parents d'évoquer le sujet avec leur progéniture dans le contexte de grande pudicité imposée par la tradition africaine très conservatrice en la matière. Mais cette glace-là, l'ONG Afrique Mutualité veut la briser à travers le projet PSDSR du consortium Care International Bénin-Togo, ABMS et ABPF. Le groupe a initié une série de dialogues intergénérationnels sur la question qui a commencé depuis quelques jours dans les communes de Lokossa et d'Atiémé. C'est dans le département du Mono. Geoffroy Messan et Florent Dorou ont assisté à l'une de ces séances-là à Aïvedji dans la commune d'Atiémé. Les gestes barrières contre la propagation de la COVID-19 obligent. Se laver les mains à l'eau et au savon grâce à ce dispositif était un passage obligé avant de prendre sa place sous cet arbre de la cour de l'école primaire publique d'Aniweji dans la commune d'Atiémé. Ce rassemblement en cours est une initiative de l'ONG Afrique Mutualité qui se généralise dans des villages et hameaux des communes de Lokossa et d'Atiémé. Il s'agit d'un espace de dialogue intergénérationnel. Placé sous la supervision d'un facilitateur d'Afrique Mutualité, dans le cas d'espèce, Christelle Kendeou, les discussions portent sur l'importance du dialogue parent-enfant sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons constaté dans nos zones d'intervention que les parents n'arrivent pas à discuter de la sexualité avec ces jeunes-là, ces adolescents et jeunes. Et c'est ça qui fait que nous constatons qu'il y a plus de grossesses non désirées, les déperditions scolaires et tout ce qui entoure. Donc, et pour pouvoir permettre à ces parents de commencer désormais à dialoguer avec leurs enfants, nous avons initié cette activité-là sur ce projet pour pouvoir aider ces parents à avoir les backgrounds qu'il faut pour pouvoir discuter de la sexualité avec leurs enfants pour que l'avenir de ces enfants soit meilleur demain en santé sexuelle et reproductive. L'appui financier à cette initiative est assuré par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien, et ceci à travers le projet PSDSR du consortium conduit par Care International Bénin-Togo. C'est quelque chose qui n'était pas dans nos habitudes au départ. Mais depuis un temps, quand on a commencé par conduire ces activités, conduire les dialogues intergénérationnels dans les communautés, entre différentes générations, et les dialogues parents-enfants dans les ménages, on a observé qu'il y a beaucoup de rapprochements entre les enfants et leurs parents sur les questions liées au sexe. Il faut dire aussi que ces sensibilisations que nous menons permettent aux enfants de changer avec leurs parents sur les questions de sexe qui n'étaient pas évidents avant. Donc, je voudrais lancer un appel à tout le monde, à tous les chefs de ménage, de comprendre l'importance, l'enjeu de ces dialogues parents-enfants et dialogues intergénérationnels autour du sexe et de trouver des créneaux dans les ménages pour l'organisation de ces dialogues avec les enfants sur le sexe. Les débats se déroulent à bâton rompu en langue locale. La principale mission de l'ONG Afrique Mutualité est d'œuvrer à la protection sanitaire et sociale et au développement des populations africaines. Mesdames et messieurs, on retourne à Boïcon pour voir l'état actuel du stade Omnisport pour l'Intomanaga. L'infrastructure destinée à accueillir les hommes pour des compétitions sportives a plutôt fait la place à de hautes herbes. La nature a horreur du vide en effet. Et la compétition, ce n'est pas ce qui manque entre les mauvais éléments de la végétation qui rivalisent d'ardeur pour qui ira plus haut que l'autre. Même les moutons font de la compétition là-bas. Autour de quoi, je ne vous le dirai pas. Découvrez-le dans ce reportage constat d'Imet Elena Moussou. Dans un état de délabrement, le stade Omnisport Paulin Tomalaga de Boïcon ne présente vraiment plus l'aspect d'une infrastructure sportive digne du nom. Relooké en 2016, le terrain pour son gazon synthétique faisait l'attraction et la fierté des acteurs du monde sportif de la ville. À l'époque, l'entretien a été une recommandation particulière. En ce qui concerne la pelouse, les travaux sont entièrement achevés. Mais pour question de sécurité, on a souhaité qu'on puisse poser
grilles hooligan pour pouvoir sécuriser le terrain. Et j'ai profité de l'occasion pour demander à mes frères de valoriser ce terrain. Le terrain doit être brossé après 30 heures de jeu. Ça nous permet en fait de répatrier les granulés de caoutchouc qui sont sur le terrain. Donc après ça, il faut forcément éviter de verser les ordures sur le terrain. Il faut éviter de casser des bouteilles sur le terrain. Il faut aussi éviter de jeter des chewing-gums sur le terrain. Un tour aujourd'hui sur le terrain et le constat est amer. Le marquois est complètement rouillé, les portes béquillardes, les grilles anti-hooligans sont en lambeaux, les montants chancelants et la clôture est par endroits inexistante. Cet aspect actuel du stade désole nombre de citoyens et amoureux du Cuiron. Franchement, c'est herbeux. Quand on parle de terrain Paulin Tomadaga, entre-temps, ça dit c'est un terrain qui attire tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le corbeau. C'est l'obscurité totale, il n'y a pas de choses là. Il y a même des serpents, des reptiles qui se faufilent. La clôture, vous voyez, ça dit tout est démoli, il n'y a rien. Ça dit, vous voyez, il y a des herbes dedans. Tout autour de la pelouse, la présence massive des herbes a transformé le Poutou en pâturage. Vaches, moutons et autres ruminants viennent brouter allègrement. Cet état de choses, pour certains, ne semble pas encore très alarmant. Aujourd'hui, le stade n'est pas actif. Bon, si votre problème, c'est le problème du désherbage, je ne vois pas le problème parce qu'on va faire le désherbage. Mais est-ce qu'un véhicule peut accéder à ce stade-là aujourd'hui? Le manque d'entretien ou de réflexion sur ce stade est lié, selon le président de l'AS Tonnerre, aux travaux d'asphaltage en cours et qui se déroulent tout autour de l'infrastructure, mais aussi à la suspension du championnat provoquée par la pandémie du Covid-19. Les deux voies qui bordent le stade sont en chantier. Donc c'est comme si le stade même est enclavé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons envisagé beaucoup de réformes, mais les réformes là, il faut attendre d'abord que les voies soient libérées. Ce que nous avons envisagé, il y a des projets. Si le stade n'était pas aux normes, je crois que la fédération n'allait pas choisir le stade pour abriter les matchs de championnat. Nous avons assez de budget, bon, donc là où il faut faire l'ouverture, là où il faut prévoir des parkings, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce stade. Inactif ou pas, le manque d'entretien pourrait avoir des répercussions sur certaines installations. Et la reprise, lorsqu'elle sera décidée, se fera alors avec beaucoup de difficultés. Avis donc aux autorités en charge de la gestion et de l'entretien de ce stade qui porte le nom Paulin Tomadaga, premier maire de l'aide à la décentralisation de la ville Carrefour. Et bien sûr, qui est décédé très tôt. Merci à Ahmed Hélène Amoussou pour ce reportage constant. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h30. Nous avons parlé, et vous venez de suivre justement le reportage d'Ahmed Hélène Amoussou à ce sujet, de l'état du stade Paulin Tomadaga Boycom. Les athlètes de l'heure là-bas, ce sont les moutons et les herbes. Vous avez pu suivre que la compétition était rude. Nous avons parlé de la Sénat qui fait son petit point des dernières consultations électorales qu'elle a organisées. Ses membres se sont retrouvés à Parakou pour mieux se concentrer sur le bilan à faire justement du dernier rendez-vous électoral au Bénin. Nous avons aussi et enfin fait le point de ce projet de Caritas Bénin en faveur des enfants de conditions difficiles. Plus d'une centaine a été arrachée à la mendicité et à la déperdition scolaire dans les communes de Djougou et de Kandi pour une réinsertion sociale. Certains en ont témoigné dans le reportage signé Ali Moumouni que vous avez pu certainement suivre. Encore une fois, c'est la fin de ce 19h30. Merci d'avoir été là. Ce sera tout. On va se voir demain à la même heure pour le même exercice. Bonsoir.